Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, est abattu en plein milieu de New York. Rapidement, les soupçons se tournent vers Luigi Mangione, un jeune ingénieur de 26 ans au parcours académique très impressionnant. Mais ce qui aurait pu être une simple affaire criminelle se transforme en un phénomène médiatique mondial avec des rebondissements inattendus et une fascination pour le suspect. Nous allons plonger au cœur d'une affaire qui a secoué l'Amérique et qui a provoqué des réactions contrastées dans le monde entier. Pourquoi des millions d'Américains ont soutenu et élevé au rang de héros national le coupable présumé d'un tel meurtre? Hello, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans, je suis avocate aux États-Unis et je décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, qui avait alors 50 ans, et PDG de United Healthcare, qui est la plus grosse assurance santé des États-Unis, est abattu en plein cœur de Manhattan. C'est d'ailleurs le centre de New York pour ceux qui ne savent pas. Ce matin-là, vers 6h45, Brian Thompson se dirigeait vers l'hôtel Hilton Midtown pour une réunion annuelle avec des investisseurs du United Healthcare, la plus grande compagnie d'assurance santé privée aux États-Unis. Un individu, vêtu d'un sweat à capuche, l'attendait de l'autre côté de la rue. Dès que Thompson arriva en bas de l'hôtel, l'assaillant traversa la rue et ouvrit le feu à 3 reprises muni d'un 9 mm avec un silencieux, touchant Thompson au dos et à la jambe. Après l'attaque, le suspect s'enfuit à vélo et quitte la ville. Brian Thompson est transporté à l'hôpital Mount Sinai, je sais pas comment ça se dit, l'hôpital Mount Sinai, où il fut déclaré mort à 7h12. Les autorités identifièrent très rapidement Luigi Mangione, un ingénieur en informatique de 26 ans, diplômé de la prestigieuse université de Pennsylvanie, comme principal suspect. Mangione avait d'ailleurs été signalé disparu par sa famille depuis novembre 2024. Le 9 décembre 2024, Mangione fut arrêté à Altoona, en Pennsylvanie, après qu'un employé de McDonald's le reconnaisse grâce aux images diffusées par la police. Lors de son arrestation, les employés ont trouvé plusieurs choses sur lui. Un silencieux imprimé en 3D compatible avec l'arme utilisée lors du crime. Dans un carnet retrouvé sur lui, il avait écrit « La cible, c'est l'assurance ». Il avait sélectionné Brian Thompson pour sa qualité de PDG de United Healthcare, donc la plus grande assurance santé des États-Unis. Il avait aussi mentionné la conférence d'investisseurs comme une aubaine, donc en fait le moment parfait pour frapper. Il avait donc étudié le calendrier de sa cible et préparé son attaque pour qu'elle soit médiatique et symbolique. En plus de ça, les douilles retrouvées sur la scène de crime avaient des inscriptions dénonçant directement les pratiques de l'assurance santé United Healthcare. Delay, deny, depose. Ça fait référence à une méthode utilisée par les assurances santé aux États-Unis, la stratégie 3D, Delay, Deny, Defend. Retarder, refuser, se défendre. Il retarde le remboursement des paiements, il refuse le remboursement des paiements, et donc Luigi Mangione se défend. Il y a donc 3 procès en cours à l'encontre de Luigi Mangione. Alors pour faire cette vidéo, je me suis vachement aidée d'un site internet qui a été fait par les avocats de Luigi Mangione, sur lequel on peut voir les updates des 3 procès en même temps. Il y a également des petits mots de Luigi, ils expliquent comment le contacter, ce qu'il devient. C'est assez loufoque et je me suis pas mal marrée parce qu'ils expliquent même ce qu'on peut envoyer, est-ce qu'on peut lui envoyer des livres. Il y a même un lien pour une cagnotte participative pour payer ses frais d'avocat, enfin bref. Donc en tout cas, si vous voulez connaître les updates, je vous conseille d'aller sur ce site-là, il est hyper bien. Alors il faut que je vous explique pourquoi il y a autant de procès en cours. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau fédéral qui représente les 50 États américains et il y a le niveau étatique où il y a chaque État. Il y a donc un premier procès dans l'état de Pennsylvanie, là où Luigi Mangione a été arrêté pour port d'armes illégales et pour fausse identité. Et il y a 2 procès pour meurtre contre Luigi Mangione, un au niveau de l'État de New York et un au niveau fédéral. C'est possible grâce au principe de double souveraineté. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, une personne peut être jugée 2 fois pour le même acte, une fois par l'État dans lequel l'acte a été fait et une fois au niveau fédéral. C'est comme si on pouvait poursuivre quelqu'un en France au niveau du tribunal de la région et au niveau de la France entière. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. Pourquoi c'est possible? Parce que vous allez me dire, mais attendez, ça n'a aucun sens. Il y a un gouvernement au niveau fédéral, donc il y a le président des États-Unis, des lois au niveau des États-Unis, des tribunaux qui représentent les États-Unis, etc. Et il y a également un gouvernement au niveau étatique, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur qui gouverne l'État. Chaque État a ses propres lois, chaque État a ses propres tribunaux, chaque État a ses propres procédures. Si quelqu'un, par exemple, commet un acte à Los Angeles, il va violer potentiellement des lois californiennes, mais également des lois américaines, fédérales, parce qu'il y a 2 codes différents. Et donc, si c'est le cas, il peut être poursuivi par l'État et par le niveau fédéral. En fait, c'est vraiment des entités totalement distinctes, donc elles ont le droit tous les deux d'appliquer leurs lois et de poursuivre les personnes qui sont accusées de violer leurs lois. Alors aux États-Unis, bien que tuer soit interdit par les lois fédérales et par les lois des États, c'est en général les États qui prennent en charge ce genre de cas. Mais il y a quelques exceptions, et l'une d'entre elles, c'est lorsqu'un meurtre est préparé et réalisé dans plusieurs États. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Luigi Mangione, c'est donc pour ça qu'il y a 2 procès pour meurtre,
un fédéral et un dans l'état de New York. Donc ces deux procès ils se déroulent en parallèle, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre, c'est-à-dire que les deux s'accumulent. Donc par exemple, si Luigi Mangione il est condamné, je sais pas, à 40 ans de prison au niveau de l'état de New York et à 50 ans de prison au niveau de l'état fédéral, et ben il sera condamné à 90 ans de prison au total. Est-ce que Luigi Mangione risque la peine de mort ? Déjà au niveau de l'état de New York, il ne risque pas la peine de mort parce que la peine de mort dans l'état de New York, elle a été déclarée inconstitutionnelle en 2004. Donc au niveau de l'état de New York, il y a 11 chefs d'accusation, ça veut dire qu'il est accusé d'avoir violé 11 types de choses, dont un meurtre au premier degré, également 2 meurtres de second degré, etc. Il a plaidé non coupable face à l'état de New York. Aux États-Unis, plaider non coupable veut dire que la personne dit qu'elle n'a pas fait ce dont on l'accuse et qu'elle veut un procès. À l'inverse, plaider coupable veut dire que la personne admet ce qu'on lui reproche. Elle fait ça pour négocier une peine moins sévère, il n'y aura donc pas de procès, mais ce sera seulement une négociation entre le juge et elle. Je pense personnellement qu'il a plaidé non coupable pour le procès de New York parce que comme c'est un jury qui vote et que c'est un procès qui a été énormément médiatisé, qu'il a eu la sympathie de nombreuses personnes du public, peut-être qu'ils vont essayer de jouer là-dessus pour essayer de faire en sorte que le jury ne vote pas contre lui. Après, ça ne reste que mon analyse, mais c'est vrai qu'on a déjà vu dans des très grands procès comme le procès de O.J. Simpson, où O.J. s'est vu reconnu non coupable, car en fait l'enjeu derrière cette condamnation était bien différent dans la vie du public que le meurtre en question. S'il est condamné à un meurtre de premier degré, la loi de New York prévoit comme peine maximale la prison à perpétuité. Dans le procès fédéral, il y a 4 chefs d'accusation fédéraux envers lui, avec notamment meurtre par utilisation d'armes à feu, etc. S'il est condamné pour meurtre, la peine maximale prévue par la loi fédérale, c'est la peine de mort. Donc il risquerait la peine de mort que dans le procès fédéral. Laissez-moi vous expliquer très rapidement comment ça marche. Avant même que le procès commence, il faut que le procureur fédéral demande la peine de mort au juge. Vous savez, aux États-Unis, c'est l'accusé contre l'État. L'accusé, il a son avocat et l'État, il a le procureur qui le représente. Et pour ça, il faut que son patron lui donne son accord. Et son patron, c'est qui? C'est le ministre de la Justice. C'est ce qui vient de se passer et vous en avez peut-être entendu parler. Mais ça s'est fait de manière un petit peu bizarre, je vous explique. La ministre de la Justice actuelle, Pam Bondi, qui a du coup été élue par Donald Trump, a publié sur son compte Instagram, annonçant publiquement qu'elle allait demander aux procureurs fédéraux de demander la peine de mort pour Luigi Mangione, justifiant cela par la politique actuelle du pays qui se veut bien plus sévère. Alors d'habitude, c'est plus le procureur lui-même qui demande officiellement au juge avant même que le ministre de la Justice n'en parle publiquement. Et c'est pour ça que l'équipe de Luigi Mangione a déposé un document auprès du juge demandant l'annulation de la demande de la peine de mort en expliquant que ce n'était absolument pas la procédure à suivre et que à cause de ce post Instagram, les jurés allaient être biaisés. On verra ce que le juge dit, mais en tout cas, si la demande de peine de mort passe, il y aura donc 2 procès. Le premier, c'est pour déterminer si Luigi Mangione est coupable ou non du meurtre de Brian Thompson. Et si le jury estime qu'il est coupable, ils devront alors voter une seconde fois à l'unanimité, décidant de condamner Luigi Mangione à la peine de mort ou non. On ne sait pas encore si Luigi Mangione va plaider coupable ou non, ça dépend de si la peine de mort est demandée, parce que la stratégie de la défense va forcément changer en fonction de s'il y a la peine de mort potentielle ou non. Mangione a reçu énormément de messages de soutien de la part de nombreux citoyens américains qui ont partagé en fait les convictions derrière ce crime. Une cagnotte participative pour payer les frais d'avocat a même été mise en place. Il y a énormément de manifestations en soutien à Luigi Mangione qui ont été organisées dans tous les États-Unis. Alors il y a même eu des trends TikTok sur Luigi avec la chanson de Britney Spears, Mama I Fell in Love with a Criminal. Cette réaction-là, ça a choqué le gouverneur de Pennsylvanie, donc celui, vous savez, qui dirige l'État. In America, we do not kill people in cold blood. In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero. Il y a eu énormément de témoignages de manière générale de personnes qui avaient des maladies qui n'ont pas pu se soigner à cause du refus des assurances santé. Il y a une ophtalmologue qui a été interrogée par certains médias qui a affirmé que ce n'est pas seulement un meurtre, c'est un cri de désespoir face à un système qui exploite les gens. Tout ça fait naître une question importante. Qu'est-ce qui rend le système de santé américain si problématique à tel point qu'une partie de la population américaine est en train de soutenir un tel meurtre? Le système de santé américain, il est vraiment unique en son genre. Il y a une majorité d'assurances de soins privées. En France, c'est majoritairement public. Et malgré de nombreux efforts de la part de différents politiques pour améliorer l'accès aux soins, ce système reste largement inégal et ses coûts très élevés rendent l'accès aux soins extrêmement difficile, voire impossible dans énormément de cas. Quelques petits chiffres pour vous aider à comprendre cette situation. En 2024, une assurance santé coûtait entre 450 $ et 600 $ par mois par personne. Une couverture familiale peut atteindre entre 1200 $ à 1800 $ par mois. Ce montant, il reste inaccessible pour une très grande
grande partie de la population américaine, malgré quelques subventions, etc. En France, on a beaucoup cette idée que les Américains gagnent énormément leur vie. La majorité des Américains ne gagnent pas du tout énormément leur vie. Certes, on peut avoir des salaires bien plus élevés dans certains cas, mais par exemple à Los Angeles, il y a énormément de gens qui gagnent autour de 3000 $ par mois. C'est plus qu'en France, certes. Pour vous donner une échelle de grandeur, j'habite dans un appartement en colocation. C'était un bon appartement, mais il me coûtait 2000 $ par mois. Si vous faites les calculs, un appartement pour une famille à 2500 $ par mois et une assurance santé à 1800 $ par mois, ça fait presque 5000 $. Et en fait, pour la majorité des Américains, c'est juste pas possible. Justement, il y a 30 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture santé. C'est énorme. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de travail qui propose une couverture santé. C'est vrai, mais je vais apporter un petit peu de nuance à ce propos-là parce que moi, on me l'a beaucoup dit que si j'avais un travail, je devais avoir une assurance santé. Pour vous donner un ordre de grandeur, seulement 54% des gens qui ont une assurance santé aux États-Unis l'ont obtenue grâce à leur travail. Le manque d'accès à des soins médicaux appropriés entraîne 45 000 décès. Cette situation, elle est super préoccupante. En plus de ça, les coûts médicaux augmentent chaque année. En 2025, par exemple, il y a une inflation de 10% qui est prévue. Je sais même pas comment les gens vont faire en fait. Je trouve ça vraiment super préoccupant. Une des raisons principales pour lesquelles je suis en train de rentrer en France, c'est notamment à cause de la santé. Je pouvais pas me faire soigner là-bas tout simplement. J'étais constamment en stress de me dire que s'il m'arrive quelque chose, j'allais pas pouvoir me soigner. Avoir cette charge mentale continuelle, c'est vraiment super lourd à gérer. Cette inflation, elle augmente encore plus les inégalités entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'en ont pas. Et elle rend également les coûts médicaux bien plus inaccessibles. Déjà, les assurances santé, elles couvrent très rarement la totalité des soins de santé. Il y a 60 millions d'Américains qui sont très mal couverts, c'est-à-dire au strict minimum, avec des assurances santé qui ne couvrent que très peu leurs besoins de santé. Par exemple, moi, j'avais une assurance santé aux États-Unis. Elle me coûtait 150 $ par mois. Vous allez me dire, c'est rien. Mais en fait, elle ne me couvrait que si j'avais un accident très grave et qu'il y avait les pompiers qui devaient arriver, etc., me sauver en urgence. Et elle me couvrait maximum à hauteur de 10 000 $. Sachant que vous allez voir, je vais vous expliquer après, les 10 000 $ sont très vite atteints. Quand j'habitais à USC, mon université américaine dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de SDF qui allaient fouiller mes poubelles. Et donc plusieurs fois, je suis allée les voir pour parler avec eux. C'était des pères de famille et en fait, ils me racontaient que voilà, ils ont eu une tumeur. Ils avaient le choix entre soit se soigner, mais du coup vendre leur maison pour payer leurs frais médicaux, donc devenir SDF, soit ne pas vendre leur maison, mais décéder. Ça arrive très souvent aux États-Unis que quand on a un gros problème de santé, les gens se retrouvent à la rue parce qu'ils doivent vendre leur maison pour payer leurs frais de santé, alors qu'ils ont une assurance. Près de la moitié de la population américaine a des dettes à cause de frais médicaux qu'elle n'arrive pas à payer. Il y a un autre problème avec les assurances santé, c'est qu'on doit avancer les frais. Et après ça, pour pouvoir être remboursé, on rentre dans une bataille avec les assurances. À la fin, on ne sait même pas si on va être vraiment remboursé ou pas. Les assurances, elles vont tout faire pour retarder le remboursement. Et elles vont également tout faire pour rembourser le minimum possible. Elles vont enlever des clauses dans le contrat. Elles vont essayer de trouver le moindre détail pour essayer de faire en sorte de ne pas être remboursé. Et après, il y a plein de gens qui n'ont pas l'énergie de se battre avec les assurances pour être un peu plus remboursés ou qui comprennent pas forcément qu'elles sont en train de se faire entuber. United Healthcare notamment, ils sont très critiqués pour refuser de rembourser des soins médicaux parce qu'en fait maintenant ils font appel à une IA qu'ils ont intégrée dans leur système d'autogestion qui fait qu'il y a énormément de refus. Alors bien sûr face à ces refus et à ces délais etc, il y a énormément de procès juridiques qui sont en cours, mais il y en a plein qui sont contestés, d'autant plus que les assurances maladie elles ont énormément d'argent, donc elles embauchent des très gros cabinets d'avocats qui les défendent extrêmement bien, et face à des gens qui sont en général dans des situations précaires, de besoins, qui n'ont pas forcément d'argent pour entamer ce genre de procédure, c'est très compliqué de gagner. Donc en fait c'est un vrai système d'arnaque qui est mis en place pour mettre des années à rembourser les gens et pour surtout ne pas les rembourser en fait. Il y a un autre point, c'est que les frais de santé sont extrêmement chers. Par exemple, le coût moyen d'un médecin généraliste, c'est en moyenne 300 $. Juste une consultation en France, c'est entre 25 et 50 € maximum. Mon petit frère est venu me rendre visite, par exemple, aux États-Unis. Il a développé une appendicite qui s'est transformée en péritonite. Donc, c'est-à-dire que ça a explosé. Bref, il s'est fait hospitaliser d'urgence et il est resté 5 jours en tout à l'hôpital. Vous allez jamais deviner quelle était la facture de l'hôpital à la fin. Ça a coûté 150 000 $. Pour une appendicite. Donc je vous laisse juste imaginer les gens qui ont des maladies à vie, du diabète, des cancers. Heureusement, on est français. Et mon frère avait pris une assurance internationale en France. La sécurité sociale a pris en charge 80 000 $. Et au bout de 80 000 $, c'est l'assurance maladie de mon frère qui a continué et qui a tout payé. Mon frère n'a rien eu à débourser grâce au système de santé français. Même si on a une assurance, elle ne prend pas tout en compte. Elle met des années à rembourser, voire ne rembourse jamais. Et il faut surtout être capable d'avancer des frais que la plupart des gens n'ont pas.
Pour parer ça, il y a des solutions qui ont été proposées, comme notamment s'il y a des foyers qui ont des faibles revenus, ils peuvent bénéficier d'une assurance santé gratuite minimum, grâce à des programmes qui s'appellent notamment Medicare ou Medicaid. Mais ça n'a pas été étendu dans tous les États. En Californie notamment, Medicare c'est très répandu, mais c'est pas du tout le cas dans tous les États. Et depuis 2010, ces programmes ont été étendus avec l'Affordable Care Act, l'ACA, qui est notamment connu sous le nom de Obamacare. C'est une loi qui a été promulguée en 2010 dans le but d'élargir l'accès à l'assurance maladie à des millions d'Américains non assurés et pour essayer de diminuer les inégalités américaines face à la santé. L'ACA a imposé aux assurances santé de couvrir tout le monde, même les personnes qui ont déjà des conditions préexistantes, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de refus si les gens avaient déjà des problèmes de santé. Alors maintenant, il n'y a plus le droit d'avoir ce refus-là. Et ça a eu vraiment un gros impact. Il y a des millions de personnes qui ont pu avoir des assurances santé alors qu'avant, tout le monde leur refusait. Donc même si le Obamacare a permis de considérablement réduire le nombre de personnes qui n'étaient pas assurées, il est remis en question depuis l'arrivée de Trump. Alors déjà, dès son premier jour, en arrivant au pouvoir, Trump il a signé des décrets annulant de nombreuses protections de l'ACA qui avaient été mises en place par Biden. L'administration Trump, ils ont déjà proposé des changements concernant l'inscription à l'ACA pour compliquer l'inscription et pour que moins de personnes puissent en bénéficier. Ils ont énormément réduit également le financement des navigateurs qui aident les citoyens américains à s'inscrire à l'ACA. Avant, il y avait environ 100 millions de dollars d'aide et c'est passé à 10 millions de dollars d'aide. Avant, il y avait également un certain délai pour s'inscrire à l'ACA tous les ans. L'administration de Trump, elle propose de le réduire à seulement 1 mois par an. Donc si on loupe le coche, on doit attendre l'année d'après. Trump, il veut également plus couvrir les soins d'affirmation de genre qui étaient un petit peu aidés par l'ACA. Il propose également d'exclure les Dreamers. En fait, c'est les gens qui sont arrivés sur le sol illégalement quand ils étaient enfants et en devenant adultes, ils ont bénéficié de la nationalité américaine. Trump, il est en train de vraiment revenir en arrière sur ces aides-là. Et c'est hyper problématique au vu de la situation actuelle du pays où il y a des inégalités énormes qui se creusent. On va donc pouvoir suivre le procès de Luigi Mangione aux États-Unis pour les prochains mois. Dites-moi si ça vous intéresse un petit peu plus, si vous voulez que j'en parle, je sais pas, ou que j'en fasse des vidéos pour vous expliquer ce qui se passe. Il y aura sûrement une vague de soutien énorme de la part des Américains tout au long du procès. Alors attention, je ne justifie en aucun cas un meurtre, on ne doit pas se faire notre propre loi, mais je trouve que c'était intéressant de parler de ce que ça reflétait et du problème que ça soulevait réellement dans le fond. Peut-être que les assurances santé et les politiques auraient pu prendre ce qui s'était passé comme une leçon et peut-être essayer de changer la donne, mais en fait malheureusement il semblerait que c'est l'inverse qui serait en train de se passer avec l'arrivée de Trump au pouvoir. J'attends vos avis en commentaire sur un sujet qui est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt, gros bisous.